Mesdames et messieurs, l'unique génie derrière le système Prométhée, mon fils Benoît. Les applaudissements étaient assourdissants. Je suis resté figé pendant que mon père, Édouard, tendait le micro à mon frère, un accro au jeu incapable d'écrire une seule ligne de code. Édouard s'est penché vers moi, son sourire imperturbable, et m'a asséné le coup qui a effacé 10 ans de ma vie. Ne fais pas de scène, Chloé, a-t-il murmuré, sa voix froide comme la glace. Tu n'es que la technicienne. Les techniciens n'ont pas de part dans l'entreprise. Maintenant, souris, ou tu n'auras même pas tes indemnités de licenciement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fouillé dans ma poche, j'en ai sorti mon badge de sécurité et je l'ai posé doucement sur la table en acajou. Il a fait un petit clic que personne n'a entendu par-dessus les acclamations. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Je suis passé devant les investisseurs, devant le champagne et devant une technologie d'une valeur de 1,2 milliard d'euros qui, à leur insu, était sur le point de se transformer en presse-papier très, très coûteux. Avant que je vous raconte ce qui arrive quand une technicienne décide d'arrêter de réparer le moteur, laissez un commentaire. D'où est-ce que vous regardez? Et est-ce que quelqu'un s'est déjà attribué le mérite du travail de votre vie? J'étais assise dans ma vieille Peugeot de 10 ans, le moteur froid, écoutant la basse étouffée de la musique de la célébration qui vibrait à travers le béton du parking de la Défense. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans, et depuis 10 ans, je suis un fantôme. À l'intérieur de cette tour de verre, il trinquait à l'avenir de Prométhée Technologies. Il célébrait les prothèses robotiques de classe 3 qui pourraient permettre à un homme paralysé de courir un marathon. Mais il ne savait pas comment ces machines fonctionnaient réellement. Ils ignoraient que chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité et chaque rapport de conformité pour l'ANSM portait mon empreinte numérique. Mon frère Benoît, l'architecte du projet, ne savait même pas épeler le mot « conformité ». C'était un accro au jeu qui considérait les comptes de l'entreprise comme son casino personnel. J'ai passé la vingtaine à réparer ses erreurs. Je travaillais 18 heures par jour à corriger ses bourdes, à couvrir ses traces et à m'assurer que notre technologie ne tue personne accidentellement. Je signais chaque rapport de sécurité parce que Benoît n'avait pas l'habilitation nécessaire. J'étais le filet de sécurité qui le rattrapait à chaque fois qu'il tombait. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis restée. Pourquoi je les ai laissés m'utiliser pendant 10 ans? C'est une question que je me suis posée chaque fois que je rentrais seule en voiture pendant qu'ils partaient en vacances que j'avais payées. La vérité n'est pas simple. C'est ce que les psychologues appellent le piège de la cruauté normalisée. Mon père, Édouard, ne m'a pas brisé en un jour. Il m'a démoli petit à petit, méthodiquement, depuis mon enfance. Il m'a appris que l'amour était conditionnel. Il m'a appris que ma valeur n'était pas intrinsèque. Elle était fonctionnelle. Je n'avais de la valeur que lorsque j'étais utile. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'ai gagné le premier prix du concours général de physique-chimie. Je suis rentrée en courant à la maison, éclatante de fierté, tenant ma médaille. Édouard n'y a même pas jeté un œil. Il a juste montré du doigt Benoît, qui pleurait à cause d'une petite voiture cassée. Répare-la, Chloé, avait-il dit. Ton frère est la statue. Tu es le piédestal. Sans toi, il tombe. Alors n'ose même pas bouger. C'était la leçon. Je n'étais pas l'œuvre d'art. J'étais la structure de soutien. Je n'étais pas l'étoile. J'étais la gravité qui empêchait leur monde de voler en éclats. Ils m'ont formé à être invisible. Ils m'ont formé à croire qu'être la bonne fille signifiait se mettre le feu pour les garder au chaud. Ils pensaient que cette formation durerait éternellement. Ils pensaient que je disparaîtrais en silence, parce que c'est ce que font les piédestaux. Ils restent immobiles pendant que la statue reçoit toute la gloire. Mais ils ont oublié une chose. Si vous retirez le piédestal, la statue ne paraît pas seulement moins impressionnante. Elle s'écrase au sol et se brise en 1000 morceaux. J'ai regardé mes mains. C'étaient les mains qui avaient écrit le code. C'étaient les mains qui avaient assuré la sécurité de milliers de patients. Et c'étaient les mains qui détenaient l'unique clé du royaume. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. L'écran s'est allumé avec une notification que j'avais reçue chaque jour, sans exception, depuis 3650 jours. C'était l'heure.
La vibration contre ma cuisse était une sensation que je connaissais mieux que les battements de mon propre cœur. 17h, la requête automatisée quotidienne du serveur central de Prométhée. J'ai sorti le téléphone. L'écran affichait une simple boîte de notifications blanche. Authentification biométrique requise. Administrateur niveau 5. Autorisation des opérations quotidiennes. Pendant 10 ans, j'avais appuyé sur le bouton vert « Accepter » sans réfléchir. Je l'ai fait le matin de Noël pendant que ma famille ouvrait ses cadeaux sans moi. Je l'ai fait pendant la réception de mariage de ma meilleure amie, cachée dans les toilettes. Je l'ai fait quand j'avais la grippe, pendant des rendez-vous galants, et pendant que j'enterrais ma grand-mère. Ce bouton était la laisse qui maintenait ce chien à 1 milliard d'euros dans le droit chemin. Édouard pensait m'avoir dépouillé de mon pouvoir en me prenant mon badge en plastique. Il pensait que me licencier signifiait que j'étais parti. Il avait oublié qu'il n'avait pas seulement bâti une entreprise. Il avait bâti un royaume de dispositifs médicaux de classe 3 qui nécessitait un monarque habilité pour fonctionner. Et il venait d'exiler la reine. J'ai calé ma tablette sur le volant. L'entreprise diffusait l'événement en direct pour les marchés mondiaux. Sur l'écran, Édouard riait, faisant teinter son verre contre la flûte de l'investisseur principal. Derrière lui, le bras prototype Prométhée Mark IV jouait une délicate sonate au piano, ses doigts de titane se déplaçant avec une grâce fluide. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mon chef-d'œuvre. 0 part, ai-je murmuré. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. Le bouton vert signifiait la sécurité. Il signifiait maintenir la paix. Il signifiait avaler l'insulte, rentrer chez moi et espérer qu'il me jetterait peut-être quelques miettes de gratitude plus tard. Le bouton rouge signifiait la guerre. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. J'ai appuyé sur « Refuser ». Sur mon téléphone, un nouveau message a clignoté. Autorisation refusée. Lancement du protocole d'urgence. J'ai de nouveau regardé la tablette et la retransmission en direct. La musique du piano s'est arrêtée net. Le bras Prométhée n'a pas seulement ralenti. Il s'est figé en plein mouvement, ses doigts rigides, verrouillés dans une rigidité protectrice. Le silence soudain dans la salle de conférence était plus assourdissant que les applaudissements ne l'avaient été. Édouard a froncé les sourcils, tapotant à nouveau son verre, pensant que c'était une pause dans le programme. Il s'est tourné vers le prototype et a agité la main, s'attendant à ce que les capteurs de mouvement le détectent. Le bras est resté inerte. Puis le son est arrivé. Un bip sourd et rythmé a commencé à retentir depuis la console de l'écran. C'était l'alarme exigée par l'ANSM pour un appareil non supervisé. Bip. 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 Les investisseurs ont arrêté de boire. Ils ont échangé des regards confus. Benoît s'est précipité vers la console, le visage blême. Je l'ai regardé tapoter furieusement l'écran, essayant de contourner le verrouillage. Il ressemblait à un enfant essayant de piloter un vaisseau spatial en tapant sur le tableau de bord. Une grande bannière rouge a défilé sur l'écran de présentation derrière eux, remplaçant le logo de Prométhée. Le message était net, clair et impossible à ignorer. Système verrouillé. Opération non autorisée. Superviseur habilité manquant. Toutes les unités sont désactivées. Le sourire d'Édouard a disparu. Il s'est retourné brusquement. Ses yeux parcouraient la pièce, scrutaient la foule, cherchant la seule personne qu'il venait de jeter comme un déchet. J'ai pris une gorgée de la bouteille d'eau tiède dans mon porte-gobelet. Le spectacle ne faisait que commencer. Le silence dans ma voiture a été brisé par la sonnerie que j'avais attribuée à mon père. Une sirène stridente et répétitive. Le nom, Édouard, a clignoté sur l'écran du tableau de bord comme une menace. J'ai décroché. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'avais pas à le faire. Remets-le en marche. Sa voix était si forte qu'elle a fait grésiller le haut-parleur. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Des investisseurs qui criaient, des chaises qui raclaient le sol, le bip incessant de l'alarme réglementaire. Remets-le en marche tout de suite, Chloé. Je sais que c'est toi. Je sais que tu as tout truqué. Je me suis adossée à mon siège,
regardant la retransmission en direct sur ma tablette. À l'écran, Benoît transpirait à grosses gouttes dans son costume hors de prix, écrasant frénétiquement des boutons sur une console complètement morte. « Je n'ai rien truqué, Édouard, ai-je dit, ma voix calme, presque ennuyée. Je te l'ai dit, je ne suis que la technicienne. Et comme je ne travaille plus là-bas, je ne peux pas autoriser les protocoles de sécurité. Arrête avec ton jargon technique à la noix, a-t-il hurlé. Tu as saboté toute la flotte. Tu as implanté un virus. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu possèdes. Je vais t'enterrer si profond que tu ne travailleras plus jamais dans ce secteur. Ce n'est pas un virus, l'ai-je corrigé. C'est une fonctionnalité. Plus précisément, c'est la supervision obligatoire 24H24 requise pour les dispositifs médicaux de classe 3. Sans un administrateur habilité pour signer biométriquement les registres, le système passe par défaut en mode sécurité pour éviter de blesser les patients. Ce n'est pas du sabotage, papa. C'est la loi. Je me fiche de la loi, a-t-il rugi. J'ai des investisseurs ici. J'ai un contrat d'1 milliard d'euros sur la table. Règle ça. Il y a eu un bruit de bousculade, puis la voix de ma mère est arrivée au bout du fil. Elle pleurait. Ce sanglot haletant et aigu qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me manipuler. « Chloé, s'il te plaît » a supplié Cécile. « Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu être si cruel avec ton frère ?» C'était sa grande soirée. Il a besoin de cette victoire. Pourquoi essaies-tu de détruire cette famille? J'ai fermé les yeux une seconde. Voilà le pivot classique. Quand les menaces ne fonctionnaient pas, il passait à la culpabilité. Il se fichait qu'Édouard vienne de me virer et d'effacer mon existence. La seule chose qui leur importait, c'est que je gâchais la fête. Je n'ai pas détruit la famille, maman, ai-je dit. Vous l'avez fait quand vous êtes resté assis à regarder papa donner le travail de ma vie à un accro au jeu. Vous avez choisi votre camp. On t'a donné un travail, a-t-elle crié, le masque tombant. On t'a nourri. On t'a laissé jouer à la scientifique dans ce labo. Et voilà comment tu nous remercies. En nous humiliant. Donne-moi ce téléphone. Édouard l'a repris brusquement. Sa respiration était saccadée. Écoute-moi bien, espèce de petite peste ingrate. Je veux le code de déblocage tout de suite. Donne-moi le mot de passe et peut-être, que je n'appellerai pas la police. J'ai de nouveau regardé ma main. Le pouce qui avait appuyé sur « Refuser ». Il n'y a pas de mot de passe, Édouard, ai-je dit. C'est une clé biométrique. Elle scannait le schéma vasculaire unique de l'empreinte digitale d'un ingénieur habilité. Spécifiquement, mon empreinte. Alors reviens ici, a-t-il exigé. Ramène-toi et déverrouille-le. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Et pourquoi diable? Parce que tu m'as viré. Et comme tu l'as si clairement souligné, les techniciens n'ont pas de part. Donc, à moins que tu ne prévoies de me céder 50% de l'entreprise dans les 5 prochaines minutes, mon pouce reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il balbutié, la réalité le frappant enfin. Tu ne peux pas simplement te barrer avec les clés d'une société à 1 milliard d'euros. C'est ce que je viens de faire, ai-je dit. Bonne chance avec les investisseurs, papa. Il paraît qu'ils détestent les surprises. J'ai appuyé sur l'icône rouge pour mettre fin à l'appel. La communication a été coupée. La sirène s'est tue. Sur la tablette, j'ai vu l'investisseur principal se lever, boutonner sa veste et quitter la pièce. Édouard a couru après lui attrapant le bras. Désespéré, pathétique. J'ai passé une vitesse. Je ne rentrais pas chez moi. J'y retournais. Pas pour réparer, mais pour achever. Je suis retourné dans le hall d'entrée de Prométhée Technologies. Le gardien de sécurité, le vieux monsieur Dubois, n'a pas osé me regarder dans les yeux. Il m'a juste fait passer le tourniquet d'une main tremblante. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Je m'attendais à des avocats. Je m'attendais à une offre de règlement. Je m'attendais à ce qu'Édouard fasse glisser un papier sur la table avec un chiffre à trop de zéros, essayant de racheter sa dignité. J'étais naïve. J'avais oublié que lorsqu'on accule un narcissique, il ne négocie pas.
Il anéantit. Les portes de la salle de conférence étaient ouvertes. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, suffocante. Les investisseurs étaient toujours là, assis dans un silence tendu. Benoît était appuyé contre le mur, faisant défiler son téléphone, l'air de s'ennuyer. Édouard se tenait au bout de la table. Il ne transpirait plus. Il ne criait plus. Il ajustait ses boutons de manchette, l'air calme. Trop calme. « Je suis là », ai-je dit en entrant dans la pièce. Parlons des parts qui m'ont été refusées. Édouard a levé les yeux. Il n'a pas souri. Il m'a regardé avec une performance de tristesse si profonde que pendant une seconde, j'y ai presque cru moi-même. « Je suis désolé, Chloé », dit-il doucement. Je ne voulais vraiment pas que ça se termine comme ça. Se termine comment? Comme ça. Il a fait un signe de tête vers la porte latérale. Elle s'est ouverte à la volée. 4 hommes en coupe-vent ont fait irruption. Ils ne ressemblaient pas à des avocats d'affaires. Ils se déplaçaient avec la précision agressive des forces de l'ordre. Sur le dos de leur veste, en lettres jaunes bien visibles, BRDE. Mon sang s'est glacé. Chloé Vance, a aboyé l'agent principal, traversant la pièce en 3 enjambées. Les mains où je peux les voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en reculant. Je n'ai rien fait. Nous avons une déclaration sous serment du PDG de Prométhée Technologies alléguant un espionnage industriel, une escroquerie en bande organisée et le déploiement d'un rançongiciel, a dit l'agent. Il a attrapé mon poignet, me faisant pivoter. J'ai regardé Édouard. Il secouait la tête, jouant à la perfection le rôle du père dévasté. Il a brandi un épais dossier cartonné. Elle a truqué le système, a dit Édouard aux agents, la voix tremblante d'une fausse émotion. Nous avons les journaux d'événements, elle a implanté un virus pour prendre l'entreprise en otage. Elle a exigé 50% des parts pour le déverrouiller. C'est de l'extorsion. L'acier froid des menottes s'est refermé sur mes poignets. Le bruit a résonné dans la pièce silencieuse. Je suis resté là, physiquement entravé, pendant que les gens que j'avais servis pendant une décennie me regardaient. L'investisseur principal m'a regardé avec un dégoût pur. Pour eux, je n'étais plus l'architecte. J'étais juste une ex-employée amère et instable qui essayait de mettre le feu au bâtiment. Je n'ai pas implanté de virus, ai-je dit, ma voix tremblant malgré moi. C'est un protocole de sécurité. Vérifiez le code. Gardez ça pour le juge, a dit l'agent en resserrant les menottes. Benoît s'est décollé du mur. Il s'est approché de moi en souriant. Il s'est penché tout près. Si près que je pouvais sentir l'odeur du whisky de luxe sur son haleine. Je te l'avais dit, Serette, a-t-il murmuré. Papa a toujours une longueur d'avance. Tu crois que tu peux voler ma boîte? Profite bien de la prison. Ma mère, Cécile, était assise dans un coin. Elle ne pleurait plus. Elle regardait le sol, refusant d'être le témoin du monstre qu'ils avaient créé. Édouard, ai-je dit, regardant directement mon père. Tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que je n'ai rien truqué. Nous avons essayé de t'aider, Chloé, a dit Édouard à voix haute, jouant la comédie pour les agents. Nous t'avons donné un travail. Nous t'avons donné un but, et tu nous as trahis. L'agent m'a poussé en avant. On y va. Alors qu'il me conduisait vers la porte, mon esprit tournait à plein régime. Ils avaient tout planifié. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me battre sur le plan technique, alors ils avaient décidé de m'enterrer sur le plan juridique. Ils m'avaient piégé. Ils avaient transformé mes propres mesures de sécurité en une arme. J'ai regardé les prototypes, toujours figés, toujours clignotant en rouge. Édouard pensait que m'arrêter résolvait son problème. Il pensait que si j'étais dans une cellule, il pourrait me forcer à lui donner les clés. Il n'avait pas réalisé qu'en me mettant les menottes, il ne m'avait pas seulement piégé. Il venait de tomber tête la première dans un piège fédéral dont il ignorait même l'existence. L'agent m'allumait droit, mais j'ai gardé les yeux fixés sur le message clignotant derrière Édouard. Verrouillage système. Protocole ANSM 21 CFR par 11. Édouard rayonnait de victoire. Il avait pris mon travail, m'avait effacé de l'entreprise et prévoyait maintenant de me faire emprisonner pour finir le travail.
Mais il avait oublié l'investisseur principal. Attendez, a dit l'investisseur en montrant l'écran. Ce code d'erreur n'est pas un virus. C'est une procédure de conformité réglementaire. J'ai dit à l'agent de chercher la réglementation 21 CFR par 11. Quand il a vérifié, la vérité s'est dévoilée rapidement. Me retirer, moi, la seule superviseur réglementaire habilitée, avait mis l'installation à l'arrêt par la force de la loi et avait exposé l'entreprise pour exploitation illégale, une infraction pénale majeure. Je lui ai dit d'examiner les journaux de bord. Ce n'était pas des piratages. C'étaient mes audits de sécurité. Et derrière eux se cachait le vrai scandale, Benoît qui contournait les limites et falsifiait les données pour faire grimper le cours de l'action. C'est pour ça qu'il m'avait viré. L'investisseur a vu les preuves et a explosé. Un investissement d'1 milliard d'euros avait été construit sur de la fraude. Quelques instants plus tard, les menottes ont quitté mes poignets et se sont refermées sur ceux d'Édouard et de Benoît. 3 mois plus tard, Prométhée Technologies n'existait plus, saisi, liquidé, en faillite. Benoît a plaidé coupable et est allé en prison. Ma mère a abandonné le navire et m'a supplié de lui donner de l'argent. Je l'ai ignoré. Je ne suis revenu que pour acheter du matériel pour ma nouvelle entreprise. Édouard était là, en liberté sous caution, hurlant sur les déménageurs, vidant son bureau. Et ça m'a finalement frappé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. Ce n'était que de l'argent et du volume. Sans liquidité, il n'était personne. Il a essayé de me donner un dernier ordre. Je lui ai tourné le dos. Dehors, la lumière du soleil a frappé mon visage alors que je déverrouillais les serveurs pour ma nouvelle entreprise. Mon nom, mon habilitation, mon avenir. Parfois, la seule façon d'avancer est de laisser le mauvais système s'effondrer pour construire le sien.